Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation de la Terre. Alors, il existe deux théories de la formation de la Terre. Tout d'abord, c'était il y a 4,6 milliards d'années. Les matériaux constitutifs de la Terre se seraient classés par densité sous les effets de la gravitation. Le noyau se serait formé par accrétion du fer et du nickel, puis la couche supérieure par une accrétion d'éléments moins denses, les silicates. L'accrétion est alors dite hétérogène. Autre hypothèse, la composition de la Terre aurait été homogène lors de sa formation, puis des collisions répétées auraient provoqué des échauffements et ainsi la séparation des éléments à l'intérieur de la planète pour former l'agencement que l'on connaît aujourd'hui. L'accrétion est alors dite homogène. L'eau et les gaz auraient été expulsés vers la surface, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dégazage. Pour étudier l'apparition de la vie sur Terre, nous allons effectuer un voyage dans le temps. Tout d'abord, il est possible d'évaluer les longues périodes, donc soit en datation relative, soit en datation absolue. Alors, qu'est-ce que c'est que la datation relative? Elle est originaire du domaine de la géologie. En fait, elle attribue des seuils en se basant sur des successions d'objets, de structures ou événements géologiques. La datation absolue, elle attribue un âge numérique en années, ce qui va permettre d'évaluer des durées. Les principales méthodes sont basées sur la radiochronologie. Par exemple, c'est ce que l'on va effectuer quand on fait des datations au carbone 14. En effet, un élément radioactif se désintègre de manière continue et constante et ce phénomène il est irréversible. Chaque élément radioactif a une période qui lui est propre. Une période est la durée au bout de laquelle la moitié d'une quantité initiale se sera désintégrée. Les fossiles sont également utiles pour caractériser des intervalles de temps, puisque l'évolution biologique, elle est continue et irréversible. Et plus l'évolution d'une espèce aura été rapide et l'extension de son aire géographique large, plus elle aura un intérêt chronologique. Et il sera alors possible de réaliser des corrélations entre des formations éloignées. Les différentes méthodes, elles permettent d'établir une échelle des temps géologiques. Les coupures se basent donc sur des critères aussi bien lithologiques que biologiques. Et la durée d'une période, elle est très variable. L'échelle, elle est découpée en néons, puis en ères, en système, période, série, époque et, pour finir, étage. Chaque éon regroupe plusieurs ères. Les ères sont constituées de plusieurs systèmes, périodes, elles-mêmes découpées en époques, séries, qui vont regrouper différents étages. Comment est défini un étage? Un étage correspond à un cycle sédimentaire. Il est composé de différentes couches, que l'on appelle strates, et ces couches, elles correspondent aux dépôts marins établis sur un intervalle de temps durant lequel la mer est présente. À son retrait, il n'y a plus de dépôt. C'est donc la limite de l'étage. Entre un moment de retrait et une nouvelle phase de dépôt, il y a ce qu'on appelle une lacune de sédimentation. Et c'est pour cela que l'on observe des critères biologiques. Un étage comporte un ensemble de fossiles qui vont lui être caractéristiques. L'évolution biologique, elle va permettre d'identifier des changements de faune et ainsi réaliser différentes coupures. De cette façon, le calendrier est découpé en plus grands événements qui peuvent être géodynamiques, selon des formations de chaînes de montagnes,
et ou biologiques. Ainsi, le précambrien a connu une diversification importante des organismes. La fin du Paléozoïque est caractérisée par une crise biologique, marquée par de nombreuses disparitions. Le Mésozoïque est marqué par la présence des dinosaures et ammonites. Le Cénozoïque connaît le développement des mammifères, dont le quaternaire, celui de l'espèce humaine. Nous allons commencer par le précambrien. Alors, le précambrien, il faut comprendre qu'il représente environ 8/9 de l'histoire de la Terre. C'est donc une bonne grosse partie. L'apparition de l'hydrosphère et la présence d'une atmosphère primitive acide, vapeur d'eau et CO2 est mise en place à cette époque. Mais également tout ce qui est bouclier et développement des premiers embryons continentaux par l'accrétion verticale. On note également l'apparition des premiers organismes unicellulaires et de la photosynthèse. À cette époque, la température de surface était très élevée et vers 2 millions d'années, on observe une augmentation de la teneur en oxygène de l'atmosphère, ce qui est en conséquence de l'apparition des premiers organismes producteurs d'oxygène. On notera également l'initiation de la tectonique des plaques qui va jusqu'en 900 millions d'années, pour aboutir à la tectonique actuelle et les enfoncements dans les manteaux par accrétion périphérique. Vers 1000 millions d'années, l'évolution de la vie, développement de la vie pluricellulaire cette fois. Vers la fin du Protérozoïque, c'est la période des grandes glaciations. On observe une diminution du gaz carbonique dans l'atmosphère et ceci a eu pour conséquence que la planète était presque entièrement gelée durant des dizaines de millions d'années. Maintenant, entre 1050 et 700 millions d'années, les différents ensembles de boucliers sont réunis et ils forment alors un supercontinent. Et ce supercontinent, il s'appelle Rodinia. Et il va se disloquer plus tard, 100 millions d'années environ plus tard, avec tout ce qui est les mouvements internes de la Terre. Mais on reviendra dessus. Au Paléozoïque, ou ce qu'on va appeler l'ère primaire, c'est le début de l'éon phanérozoïque. Et il est marqué par l'apparition de la vie visible. C'est la vie que l'on peut voir à notre échelle humaine. Le Paléozoïque, il s'étend de 541 à 251 millions d'années. Et il va commencer avec la fragmentation de Rodinia. On distingue le Paléozoïque inférieur et le Paléozoïque supérieur. La partie inférieure, elle correspond aux périodes du Précambrien, l'Ordovicien et le Silurien. Durant le Cambrien, on observe une explosion de la vie animale marine, une apparition des invertébrés et animaux à coquilles et à squelettes. On retrouve des fossiles dans les terrains sédimentaires et la dislocation de Rodinia a formé un supercontinent, le Gondwana, qui s'étend de l'équateur au pôle sud, et 3 blocs continentaux dans l'hémisphère nord, Laurentia, Baltica et Sibéria. La vie à la fin du Silurien, elle est principalement marine. En effet, la disparition de glaciers et les différents processus de la tectonique des plaques ont entraîné une montée des eaux. La partie supérieure, maintenant, elle correspond au Dévonien, Carbonifère et Permien. Durant le Dévonien, la vie va conquérir le milieu aérien. Et c'est ce qui va préparer le développement de la vie hors de l'eau,
qui aura lieu, elle, au Carbonifère. Et c'est à cette période que pour la première fois, les continents vont se recouvrir de forêts. En Europe, de vastes forêts marécageuses se développent avec une strate arborée, donc des hauteurs d'arbres, qui vont dépasser 20 à 30 mètres. Dans les marais littoraux se développent des forêts houlières. Les débris de végétaux vont s'accumuler et être enfouis rapidement. Et toute cette matière organique, elle va ainsi se transformer en gisements et veines de charbon. Cette période, elle est très productrice d'une grande partie du charbon dans le monde. Et la fin du Paléozoïque va se terminer par le Permien et la formation d'un nouveau supercontinent, la Pangée. Et cette Pangée, elle est entourée d'un immense océan que l'on appelle Panthalassa. Il va se produire une extinction massive des organismes marins. C'est la disparition de la moitié des familles et une forte déclinaison végétale, notamment de tout ce qui est les prêles. Et animal, disparition d'amphibiens et de reptiles sur Terre. Différentes hypothèses ont été explorées. On dit que la température elle aurait augmenté de 6 à 10 degrés, et ceci réduisant la disponibilité en oxygène dans les milieux aquatiques. On en vient maintenant au Mésozoïque ou l'ère secondaire. Donc le Mésozoïque, il est divisé en 3 grandes périodes bien distinctes. Le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Et il s'étend de moins 245 à moins 65 millions d'années. Durant le Trias, la Pangée, elle va peu évoluer, et tout comme les conditions de sédimentation. Et on trouve d'ailleurs des formations remarquables à cette période, telles que les grès et des formations de sel. Les formations de sel, souvenez-vous, je vous reporte à la vidéo sur la lithosphère, ce sont les évaporites. Et elle marque également un nouveau boom de vie, et les espèces qui se développent sont assez différentes de celles du Paléozoïque. La faune reste majoritairement marine, avec l'expansion des mollusques et particulièrement les ammonoïdés. Les reptiles et amphibiens sont les principaux vertébrés, mais les premiers mammifères primitifs apparaissent. Concernant la flore, elle est principalement constituée de fougères. Nous allons maintenant évoquer le Jurassique. Et cette période, elle est bien connue pour être la période d'essor des dinosaures. Mais on retrouve tout de même quelques mammifères de petite taille. Les sédiments du Jurassique y possèdent de nombreux fossiles, notamment ceux des foraminifères et des ammonites. Les fougères vont peu à peu être remplacées par les gymnospermes et les premiers angiospermes. La dislocation de la Pangée, elle commence par la transgression d'est en ouest de Thétis, qui va séparer le Gondwana de l'ensemble de la Laurasia, de la fin du Trias jusqu'au milieu du Jurassique. Puis, il y aura une ouverture méridienne de l'Atlantique. Et cette expansion, elle a pour conséquence directe de forts mouvements de subduction sous la marge continentale des Amériques. Durant la période du Crétacé, l'Atlantique continue de s'élargir. Le début de la période est marqué par un événement majeur, la plus grande transgression que la Terre ait connue. Alors, la transgression, c'est que le niveau marin, il se plaçait à environ 250 mètres au-dessus du niveau actuel. Le niveau marin était très haut. Et durant cette période, la craie et les faciès associés se déposent de manière particulièrement spectaculaire en Europe et en Amérique du Nord. Et c'est d'ailleurs cet événement qui donne son nom à la période, Crétacé.
Les dépôts ont une origine biodétritique et on va alors retrouver une accumulation de calcaire, notamment par les coccolithes. Et je vous renvoie encore une fois à la vidéo sur la lithosphère. L'extinction massive de la fin du Crétacé est la mieux documentée, même si elle n'est pas la plus importante. Et la disparition des dinosaures, des ammonoïdes et la découverte de niveaux enrichis en iridium, qui est un métal très rare, en fait une période qui a été très plébiscitée, alors que ces espèces montraient déjà des signes de déclin. La crise fut la plus marquée du côté marin, avec le renouvellement des formes de foraminifères. Et plusieurs théories ont été avancées par les auteurs. Premier scénario, l'impact d'une énorme météorite aurait entraîné un obscurcissement de l'atmosphère dont résulterait une réduction de la photosynthèse, un refroidissement et indubitablement des troubles dans la chaîne alimentaire. Cette théorie, elle provient de la découverte d'une concentration inhabituelle en iridium, puisque cet élément chimique, qui est plutôt rare, il est typique des météorites. Maintenant, le second scénario, lui, il se base sur des causes d'origine terrestre. Ce serait un volcanisme particulièrement actif, dont il existe des preuves, notamment en Inde avec les coulées du Décan. Ce volcanisme serait à l'origine de l'émission d'une grande quantité de soufre et de gaz carbonique dans l'atmosphère, acidifiant les océans. Une baisse du niveau marin serait à l'origine de modifications climatiques. Et tous ces éléments auraient participé à cette extinction. Cette crise, elle ne va pas affecter les organismes de la même manière. Ainsi, il va s'opérer une sélection de certains groupes au profit d'autres, notamment les mammifères qui vont pouvoir se diversifier dans les territoires qui ont été nouvellement libérés. Le Cénozoïque ou ère tertiaire et quaternaire. Donc le tertiaire, il est divisé en deux systèmes. Tout d'abord, le Paléogène qui regroupe trois séries. Paléocène, Éocène et Oligocène. Et ensuite, on a le système Néogène qui est composé des séries Miocène et Pliocène. Le tertiaire, il s'étend de moins 65 à moins 2 millions d'années. Pour finir, le quaternaire est le système qui s'étend jusqu'à nos jours. Et il regroupe les séries du Pléistocène et le Holocène. Durant le tertiaire, la température va se refroidir, et ce, jusqu'au quaternaire. Et le niveau relatif des mers va donc baisser. La dislocation de la Pangée et redistribution des masses continentales est conclue par l'Atlantique qui continue de s'écarter pour séparer définitivement l'Amérique du Nord à l'Europe, au niveau du détroit de Bering. À la fin de l'Éocène, la séparation entre l'Australie et l'Antarctique, et l'Inde qui s'était détachée du Gondwana va emboutir l'Eurasie, et c'est ce qui va provoquer la formation de l'Himalaya. On va retrouver à cette époque une intense activité tectonique qui va marquer l'apogée de formation des Pyrénées et Alpes qui avaient d'ailleurs débuté leur orogénèse depuis le Mésozoïque. Ces mouvements de compression vont peu à peu fermer la partie orientale de la Méditerranée. Et la Thétis, souvenez-vous, elle va se fermer durant le Miocène. On retrouve dès le début du Paléogène tous les grands groupes du monde vivant actuel. Les angiospermes et insectes vont coévoluer et le développement des prairies, savanes et steppes va impacter l'évolution de nombreux groupes. Par exemple, le cheval. Les premières traces d'équidés, elles sont datées de l'Éocène. Et la morphologie des dents et les caractères du crâne
tendent à nous faire penser que ces mammifères mangeaient des feuilles d'arbustes et des fruits ou herbes. Et l'évolution de leurs dents, elle peut être mise en relation avec l'évolution de la flore. Quand on retrouve au début du Miocène des prairies et savanes en Amérique du Nord, eh bien les têtes d'équidés, elles montrent des modifications. Et le museau, il devient plus large et les mouvements masticateurs sont modifiés en mouvements transverses cisaillants. Et ceci va s'expliquer par la nécessité de mâcher une herbe qui est devenue rigide avec un pouvoir abrasif important. On observe également chez eux une modification des membres avec une réduction des doigts latéraux qui se réduisent à de petits stylets osseux latéraux et un allongement du doigt central. Et ça les fait donc passer d'une forme de 3 doigts à seulement un doigt. Et cette modification, elle résulterait d'une adaptation à la course. Et donc d'un passage d'un milieu fermé à un milieu qui est ouvert. La radiation évolutive est une évolution rapide mise en place à partir d'un ancêtre commun. Plusieurs branches vont alors se développer. Et on notera particulièrement la radiation adaptative. Les animaux vont évoluer en s'adaptant, en développant des caractéristiques particulières, comme la nage ou le vol. Et les mammifères ont ainsi pu se disperser dans tous les environnements et sous toutes les latitudes. Les oiseaux ont réalisé particulièrement d'importantes radiations adaptatives. À partir du Néogène, la chaîne alimentaire monocotylédone, herbivore-carnivore, va être pleinement mise en place. Et ceci va permettre la croissance des animaux en termes de taille. Comme expliqué précédemment, les mammifères auront tout le loisir de se développer dans les différents biotopes qui sont maintenant libres, après la disparition des grands reptiles. Et pour finir, le Quaternaire est marqué par la période de diversification de la lignée humaine et l'apparition du genre Homo. Merci à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Bye!